Bonjour tout le monde, bienvenue. On va bientôt démarrer l'IMAG. On laisse rentrer quelques personnes Hello everyone, qui sont en we're train going to d'arriver. start. We are still letting. Alors, du coup, je vais commencer tranquillement à introduire pendant que les derniers participants sont en train de rejoindre Zoom. Donc, l'IMAG, pour information, surtout pour les anglophones, il est traduit en même temps en anglais. Donc, vous pouvez sélectionner la langue de votre choix en bas de votre écran sur l'icône circulaire. This IMAG is being live translated in English. Please click on the globe icon on the bottom of your screen and select your language. Donc, on vous invite aussi à vous renommer, si jamais vous le souhaitez, en mettant le nom de votre organisation à côté de votre nom, prénom. Donc, bienvenue à tous dans l'IMAG 9 sur les énergies renouvelables en Afrique. C'est un IMAG qui va vous proposer un petit panorama des actualités du secteur des énergies renouvelables en Afrique et qui proposera aussi un partage de bonnes pratiques qui sont mises en œuvre sur le continent par les acteurs non étatiques dans leur diversité. Donc là, on aura vraiment une entreprise, une ONG et le cas d'une ville aussi. Donc, pour donner un tout petit peu de contexte avant de commencer, si on reparle un peu du 6e rapport du GIEC qui est sorti en début d'année, du groupe 3, il établit à de nombreuses reprises la nécessité de réduire véritablement l'utilisation des énergies fossiles, notamment en fermant des exploitations de charbon, gaz, pétrole, ce qui serait nécessaire vraiment pour ne pas dépasser les ambitions ne pas dépasser les 1,5 degrés de réchauffement climatique. Et donc, parmi les grandes solutions qui sont préconisées par les experts, comme l'hydrologue Emma Aziza, qui avait donné une interview sur ce sujet, le développement des énergies vertes, moins émettrices, ça occupe une place très, très importante parmi les solutions, en particulier par la baisse des coûts dans la filière de l'éolien et du solaire qui faciliterait l'accès à l'énergie et aussi l'efficacité. Donc, pour rappel sur ce thème-là, Climate Change et des organisations partenaires animent une coalition qui est nommée Accès à l'énergie et efficacité énergétique en Afrique. Au cours des années précédentes, 2020 et 2021, les ateliers virtuels de Climate Change, ils ont permis d'élaborer et mettre à jour une feuille de route pour cette coalition. Donc, les principaux objectifs qui ont été mis en avant, il y en a plusieurs, parce qu'une fois de plus, c'est un sujet quand même très, très vaste. Donc, d'abord, la mise en place de politiques de décentralisation qui soient plus ambitieuses dans le secteur de l'énergie. Une meilleure inclusion des femmes dans l'accès à l'énergie renouvelable, que ce soit en termes de participation à la prise de décision ou de réduction du temps de travail non rémunéré qui est consacré à l'approvisionnement en énergie. Et je vais faire ça. Je reprends. Il y a, donc, parmi ces objectifs identifiés par la coalition, on a aussi la mise en place d'un système de formation et d'éducation adapté, inclusif et en lien avec les communautés et les problèmes locaux, l'élaboration d'un système efficient de gestion de l'énergie et des déchets, l'accès des communes rurales à l'énergie renouvelable et la prise en compte et la réduction de l'impact des projets énergétiques sur la biodiversité. Donc, on n'aura bien sûr pas la possibilité de parler de tous ces secteurs et de toutes ces problématiques au cours de cette IMAG, parce que c'est qu'une seule heure de session. Mais on en abordera quand même certaines, comme la formation, l'accès à l'énergie. Et le prochain rendez-vous de la coalition, qui se déroulera pendant le sommet de la mobilité durable, la semaine de la mobilité durable et du climat de Dakar du 3 au 7 octobre, sera aussi l'occasion de continuer ces réflexions-là. Et on parlera aussi en fin de session de l'appel à contribution de la semaine qui est encore en cours actuellement. Donc, au sommaire aujourd'hui, on aura le plaisir d'accueillir à nouveau Jean-Marie Tacouleux, rédacteur en chef d'Afrique 21, média spécialisé dans le développement durable, qui nous fera son habituelle revue de presse sur le sujet du jour, donc les énergies renouvelables en Afrique.
Ensuite, on sera ravis de pouvoir vous présenter aujourd'hui Mélène Assewassa-Sama, qui a rejoint l'équipe de Climate Change depuis le mois de mai. Il est chargé de projet Action Climat en Afrique et il nous présentera les actions qu'il va réaliser dans le cadre du lancement de l'Observatoire de l'Action Climat en Afrique, notamment sur l'énergie, mais pas seulement. On passera ensuite à... Je crois qu'on avait fait un changement. On passera ensuite à Pierre-Olivier Vessé de Valorem, donc pour le volet bonne pratique, qui nous présentera, donc Pierre-Olivier Vessé, qui est chargé de mission Cryosolar, et qui nous présentera ce projet de chambre froide solaire. Et vous aurez certainement d'ailleurs la possibilité de visiter ce projet en amont de la semaine de la mobilité durable et du climat de Dakar, donc on reviendra aussi là-dessus. Ensuite, pour mettre en lumière des bonnes pratiques des acteurs étatiques, on assistera à la projection d'une courte vidéo réalisée par la Fondation des énergies pour le monde sur le projet Kaselec, communauté rurale et accès à l'énergie en Casamance. Donc, Jérémy Ancry, coordinateur de projet à la Fondation des énergies pour le monde, commentera cet extrait. Et enfin, on terminera avec le volet coopération décentralisée, avec Dimitri Tientega, qui vient tout juste d'achever son volontariat de service civique entre les villes de Grenoble et de Ouagadougou. Et il est également impliqué dans une entreprise et dans une association sur l'énergie au Burkina Faso et a été nommé jeune ministre de l'énergie au Burkina. Il nous parlera de son expérience qui a été mise en place à travers une coopération décentralisée entre les villes de Grenoble, donc en France, et Ouagadougou au Burkina Faso, autour de la formation aux énergies renouvelables. Et donc, pour terminer cette dernière session de l'IMAG de 2022, on prendra un temps à la fin pour échanger, répondre à vos questions, permettre aux intervenants de discuter et rebondir un peu sur ces différents sujets que nous aborderons. Donc, sur ce, je vous souhaite un bon visionnage à toutes et à tous. Et sans plus attendre, je vais laisser la main à Jean-Marie Tacouleux d'Afrique 21. Et si vous pouvez commencer en nous disant quelles sont les actualités qui ont retenu votre attention ces dernières semaines concernant ce secteur des énergies en Afrique. Bonjour Chloé et bonjour à tout le monde. Comme d'habitude, sur la thématique des énergies renouvelables, l'actualité est très dense. Évidemment, on a sélectionné en fonction des enjeux actuels, l'électrification, la transition énergétique et l'utilisation productive des énergies renouvelables. Mais on va démarrer avec un événement important, l'Africa Energy Forum, qui vient justement de s'achever à Bruxelles, en Belgique. Cet événement a permis aux décideurs, aux professionnels du secteur et aux institutions de financement de développement de discuter des solutions mises en place sur le continent actuellement pour l'électrification. Et c'est d'ailleurs en marge de cet événement que la Banque européenne d'investissement a signé un accord de financement de 10 millions d'euros avec Energy Access, la filiale du groupe français Engie, spécialisée dans l'électrification via les systèmes solaires autonomes, c'est-à-dire les systèmes solaires domestiques et les mini-réseaux électriques alimentés à l'énergie solaire. Et toujours en matière de financement, la République centrafricaine a obtenu récemment une subvention de 138 millions de dollars de la Banque mondiale et du Fonds vert pour le climat. Ce financement est destiné à l'électrification des villes de Bangui, Nola, Boa, Boussambélé, Bangassou. Et le gouvernement de la République centrafricaine s'appuiera sur les énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire photovoltaïque. Il faut noter quand même qu'il s'agit d'un important financement pour la Centrafrique qui affiche un taux d'accès à l'électricité de moins de 15%, dont seulement 1% en zone rurale. Et toujours dans le registre du financement des systèmes solaires autonomes, je vais y arriver, la start-up française Baobab Plus a enregistré il y a quelques jours un financement de 5 millions de dollars. Le crédit est accordé par la plateforme d'investissement Impact Symbiotique et ce financement est destiné à l'électrification des zones rurales en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal, à Madagascar, au Nigeria
et en République démocratique du Congo. L'enjeu n'est pas totalement différent au Bénin, où le gouvernement vient de lancer un projet visant la construction de 4 centrales solaires d'une capacité combinée de 50 MW. Objectif, augmenter la capacité installée du pays, une nécessité pour poursuivre l'extension du réseau électrique national et donc l'électrification. Tout proche du Bénin, au Burkina Faso, le gouvernement a inauguré il y a quelques jours la centrale solaire photovoltaïque de Nagréongo, dans la région du plateau central. L'installation, qui affiche une capacité de 30 MW, a été construite dans le cadre d'un partenariat public-privé entre l'État burkinabé et Yellow Green, une filiale du groupe français Casino. Un projet similaire est annoncé au Mozambique, où l'entreprise britannique Solar Century vise une capacité plus importante, 100 MW, à Chimoira, au centre du pays. Comme au Burkina Faso, l'électricité produite sera injectée dans le réseau électrique national du Mozambique. L'enjeu est différent en Afrique du Sud, où le parc éolien de Karoussa vient d'entrer en service dans la province du Cap occidental. Doté d'une puissance de 147 MW, le parc éolien construit par l'entreprise italienne Enel Green Power injecte sa production dans le réseau de l'entreprise publique ESCOM. Le but de ce projet est de réduire la dépendance de l'Afrique du Sud vis-à-vis du charbon, qui pèse de plus de 80% dans le mix électrique de l'Afrique du Sud. C'est d'ailleurs pourquoi ce pays est considéré comme le plus gros pollueur du continent africain. Parlons de l'utilisation productive des énergies renouvelables pour signaler cette initiative de la FAO qui a permis l'installation de 34 systèmes d'irrigation à l'énergie solaire en Gambie. Ces systèmes inaugurés récemment permettront aux petits exploitants agricoles de faire face à la sécheresse, surtout dans les zones rurales, bien sûr. En Égypte, la station balnéaire de Soma Bay, située dans le gouvernorat de la mer Rouge, mise aussi sur le solaire, et a inauguré récemment une centrale de 5 MW. Plus au sud, en Namibie, le géant français du nucléaire Orano lance un projet visant à doter sa station de dessalement d'Erongo d'une centrale solaire photovoltaïque de 5 MW. Et puis un mot de formation au Sénégal, où 247 jeunes viennent d'être outillés à l'installation de systèmes solaires photovoltaïques. Les enseignements ont été dispensés par Gulf Engineering dans le cadre du projet d'électrification de 300 villages du Sénégal, financé par le gouvernement, par l'État, par l'État via un prêt de l'Agence allemande de développement. Chloé, c'est à vous. Merci beaucoup, merci pour ce tour d'horizon. Donc, pas mal sur les financements, beaucoup sur l'énergie solaire aussi, mais quand même un peu sur l'éolien. Merci beaucoup, Jean-Marie, pour cette petite revue de presse. Donc, je vais à présent passer la parole à Mélène, qui travaille avec nous, comme je l'ai dit en introduction, à Climate Change depuis un petit mois, un gros mois. Donc, bienvenue dans l'IMAG, Mélène. Et avant de parler des projets que tu vas mener très exactement dans le cadre de l'Observatoire, je ne sais pas si tu as envie de réagir un petit peu à la revue de presse de Jean-Marie. Merci. Je pense que je viendrai peut-être dans la séance des débats sur la revue de presse de Jean-Marie. Avant tout, je me présente pour ceux qui n'étaient pas encore là. Bonjour à tous. Je suis Mélène Assewassa-Sama. Je suis le nouveau chargé de projet de l'Action Climat en Afrique et je suis aussi chargé de développer l'Observatoire Afrique sur l'Action Climat de Climate Change. Voilà. Donc, pour revenir à l'Observatoire de façon sommaire, il a été lancé officiellement il y a quelques jours, je pense, le 1er juillet à la COP des villes qui s'est tenue à Abidjan. Et donc, ça a été l'occasion pour nous de lancer officiellement les travaux de l'Observatoire Afrique. De façon générale, l'Observatoire Afrique est une déclinaison de l'Observatoire mondial de Climate Change, pour ceux qui connaissent déjà l'Observatoire mondial. Et donc, l'Observatoire Afrique est une structure de recherche qui va mener des analyses, des publications
qui porteront spécifiquement sur l'action climat en Afrique. Donc, le but, c'est de produire des contenus qui permettent de comprendre et de mettre en valeur ce qui se passe dans le secteur climat à l'échelle du continent africain. Et donc, nos premières activités de recherche et de publication vont porter sur 4 grandes thématiques qu'on a aussi identifiées comme des grands défis auxquels le continent africain est confronté. Alors, il s'agit naturellement de l'énergie, qui est d'ailleurs la thématique centrale de ce TIMAG. On a aussi identifié le secteur des forêts, le secteur des villes et l'adaptation. Donc là, ce sont les 4 grandes thématiques auxquelles l'Observatoire va s'intéresser dans un premier temps. Mais à côté de ces thématiques, j'ai envie de dire que, enfin, elles seront abordées avec en toile de fond la problématique de l'accès aux données climat en Afrique. Parce qu'on sait que jusqu'à présent, la question de la disponibilité, de la fiabilité et de l'accès des données climat en Afrique est centrale. Et donc, nous allons produire des contenus sur ces 4 thématiques, mais en ayant toujours à l'idée de mener des réflexions sur l'accès aux données en Afrique. Donc, il convient aussi de rappeler que l'Observatoire Afrique s'inscrit dans une démarche de collaboration. Et donc, l'un de nos objectifs sera de travailler de manière complémentaire avec les communautés d'expertise africaines qui sont déjà présentes. Donc, il y a plusieurs observatoires sur la mobilité en Côte d'Ivoire, un observatoire sur les forêts en Afrique centrale. Et donc, l'objectif, c'est vraiment d'être dans une dynamique de complémentarité, non de concurrence. Actuellement, l'Observatoire Afrique a 3 partenaires principaux qui sont l'AIMF, Valorem et Enda Energy qui est basé au Sénégal. Mais nous sommes bien évidemment ouverts à d'autres formes de partenariats, que ce soit sur l'aspect financier, technique ou même un partenariat avec des médias, pourquoi pas, qui s'intéressent au projet. Donc, ils sont disposés à nous accompagner. Pour revenir aux prochaines étapes dans le développement de l'Observatoire, qui est surtout en lien avec le sujet de l'énergie en Afrique, ce qu'il faut dire de façon globale, c'est que notre objectif actuel et futur, c'est de développer l'Observatoire à travers les publications et autres activités connexes que nous allons produire d'ici peu. Et donc, plus spécifiquement, les publications qui sont à venir, ça sera avant tout des cas d'études sur des initiatives et projets qui seront identifiés sur le continent africain. Ensuite, il y aura des études spéciales sur les 4 thématiques que j'ai citées, à savoir l'énergie, les villes, les forêts et l'adaptation. Et il y a un bilan de l'action climat de l'Observatoire qui sortira entre novembre et décembre 2022, donc à la fin de cette année-là. Donc, il y aura une contribution spécifique de l'Observatoire Afrique. Donc, ça sera l'occasion justement de produire quelques contenus spécifiquement dédiés à l'Afrique. Et l'objectif, c'est qu'à partir de 2023, en tout cas en fin d'année 2023, qu'il y ait un bilan de l'action climat en Afrique. Donc, un bilan de l'action climat qui sera entièrement dédié à l'Afrique. Et pour revenir à la question de l'énergie, concrètement, actuellement, nous sommes en train de préparer un cas d'étude sur l'installation en zone rurale des mini-réseaux solaires au Mali. Et donc, c'est un cas d'étude qui est très intéressant. Et je vous invite à rester au fait de l'actualité de l'Observatoire et donc plus généralement de l'association Climate Change parce que lorsque le cas d'étude sera publié, il vous sera diffusé. Pour les derniers rendez-vous, en tout cas les premiers rendez-vous à venir dans l'agenda de l'Observatoire, il y a 3-4 événements en 2022 et possiblement en 2023, au cours desquels nous allons présenter les tout premiers travaux de l'Observatoire Afrique. Le premier, le plus proche de nous en termes de temps, c'est le sommet Climate Change Afrique 2022 qui aura lieu à Dakar. Et donc, ça sera l'occasion de présenter les toutes premières publications de l'Observatoire Afrique. Ensuite, normalement, si tout va bien, nous aurons un side event à la COP27 en Égypte en novembre. Et ça sera aussi l'occasion de présenter une synthèse des différents cas d'études que l'Observatoire Afrique aura à ce moment-là publié. Et enfin, lors de la présentation du bilan sectoriel 2022 de Climate Change, je pense à Paris, entre novembre et décembre aussi, nous aurons également une demi-journée d'études entièrement dédiée aux travaux de l'Observatoire Afrique. Voilà. Et enfin,
Ce que nous allons faire, que ce soit maintenant ou en 2022 ou en 2023 ou dans les années à venir, c'est de travailler à mobiliser les communautés d'expertise africaines autour de projets communs qui portent notamment sur les quatre thématiques, les quatre grandes thématiques, et aussi sur la question de l'accès aux données climat en Afrique. Voilà. Donc, n'hésitez pas à poser des questions pour plus d'éclaircissement et n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé par des formes de partenariat avec l'Observatoire Afrique. Merci. Merci beaucoup, Mélène, pour cette présentation très complète et en même temps très synthétique. On a vraiment hâte de lire tout ça et de savoir, de pouvoir suivre ce nouveau projet. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions. N'hésitez pas à les écrire dans la discussion. On peut aussi en prendre un petit peu au fur et à mesure si vous le souhaitez. Bonjour Mélène, à quel niveau le partenariat avec la ville de Dakar peut être intéressé? Ok, bah, je pense que pour ça, vous pourrez sûrement vous recontacter du coup prochainement. Alors, c'est bon. Avec la ville de Dakar, je pense que, comme je l'ai souligné, nous avons actuellement un partenaire technique qui est basé à Dakar, Enda Énergie. Et donc, nous allons vraiment prendre appui sur ce partenaire technique-là pour développer ensemble les différents projets à venir. Dans le cadre de la ville de Dakar, on pourra peut-être travailler sur les différentes thématiques qui sont identifiées, peut-être monter ensemble un projet ou des réflexions. On pourra justement, je pense qu'il y aura mon contact sur les sites et nous pourrons en échanger davantage. Mais ce qui est intéressant sur le plan technique, justement, c'est que nous sommes à la recherche des partenariats avec des acteurs, que ce soit des villes, que ce soit des structures de recherche sur l'aspect de la surveillance de la qualité de l'air. Donc, ça serait une thématique intéressante sur laquelle on pourrait travailler avec la ville de Dakar. Donc, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à nous contacter en offre pour que nous puissions travailler là-dessus ensemble. Voilà. Merci. Et du coup, Mélène, il y a une autre question qui peut être intéressante, comme ça permettra de synthétiser tout ça. C'était Maudit Lacour qui demandait comment on peut s'impliquer dans ce travail qui est fait en Afrique. Je pense que c'était une question pour toi aussi. Oui. Alors, je pense que j'ai effleuré la question. On peut s'impliquer dans ce travail de trois façons. Soit en étant un partenaire financier, média ou technique. Et donc, dans ce cas, c'est nous accompagner financièrement ou en tout cas techniquement à travers la fourniture de données sur le climat que la structure ou en tout cas la personne pourrait avoir à disposition. Mais une autre manière de s'impliquer serait de se proposer comme rédacteur ou contributeur de l'Observatoire, dans le sens où nous allons produire des contenus comme des cas d'études comme des analyses spécifiques. Et donc, nous aurons besoin peut-être d'experts sur la question qui pourraient nous rejoindre, de nous accompagner dans la rédaction de ces contenus-là. Donc, c'est peut-être dans ce sens-là que vous pourriez peut-être vous impliquer davantage avec l'Observatoire. D'autant plus que d'ici quelques temps, nous allons peut-être développer aussi une idée d'ambassadeur de l'Observatoire Afrique. Et donc, ça serait aussi un moyen de justement porter haut la voix ou en tout cas les objectifs de l'Observatoire sur le continent africain, nous aider à nouer des partenariats avec les acteurs sur place. Tout dépendra de là où vous vous situez. Et comme ça, on pourra travailler ensemble. Merci. Merci Mélène pour tes réponses. On va passer à la suite, mais comme je l'ai dit, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez avoir plus d'informations. On vous mettra en lien avec Mélène et les personnes qui s'occupent de ça chez Climate Change. Donc, ce n'est pas un problème du tout. Et on va à présent parler justement, on va donner la parole à l'un des partenaires financiers de cet observatoire, mais qui fait aussi beaucoup de choses dans le domaine de l'énergie, précisément. Et donc, avec Valorem, qui va nous présenter une bonne pratique, donc Pierre-Olivier, sur donc une bonne pratique qui participe à tout ça, cette question de transition énergétique, avec le projet Cryosolar, qui est d'ailleurs disponible sur notre cartographie et qui sera également ouvert aux visites, normalement le 3 octobre prochain, donc, parce que c'est près de Dakar, là où se déroulera le sommet Climate Change et la semaine de la mobilité durable et du climat qu'on a déjà mentionné plusieurs fois, Mélène et moi.
Donc, Pierre-Olivier, est-ce que vous pouvez peut-être commencer par présenter le projet, ses objectifs dans les grandes lignes? Oui, avec plaisir. Bonjour à tous. Merci beaucoup à Chloé pour l'organisation et à Climate Change dans son ensemble pour cette IMAG et puis pour nous avoir donné un petit temps de parole et pouvoir parler effectivement de Cryo Solar, qui est un projet qui nous tient pas mal à cœur. En quelques mots, pour donner un petit peu de contexte, je travaille pour la société Valorem, qui initialement est producteur d'électricité renouvelable, que ce soit éolien, photovoltaïque et hydroélectricité. Et en marge de leur cœur de métier, qui est la production d'énergie, Valorem a développé un programme de recherche et développement qui s'appelle Cryo Solar, et donc qui prend la forme d'un conteneur frigorifique solaire destiné aux zones isolées et qui permet à toutes les personnes aux alentours du conteneur de bénéficier des conditions de stockage pour des denrées alimentaires ou pour n'importe quel besoin finalement nécessitant une chaîne du froid, d'avoir accès à un froid fiable, renouvelable et surtout autonome parce que c'est un projet qui est pensé pour des zones soit isolées du réseau, soit des zones dans lesquelles le réseau est pas fiable, ou encore des zones dans lesquelles l'électricité est disponible, mais trop coûteux pour des potentiels bénéficiaires. Je vais vous partager juste mon écran. Je ne sais pas si vous voyez bien la petite infographie. On voit très bien. Super. Pour vous expliquer brièvement le principe technique derrière Cryo Solar. Donc aujourd'hui, là, je vous présente le principe, on va dire, du format Cryo Solar 40 pieds. Donc là, c'est un container maritime de 40 pieds, comme son nom l'indique, tout en un, à l'intérieur duquel, du coup, il y a la production d'énergie renouvelable sur le toit au travers des panneaux. Il y a l'ensemble du local machinerie, dans lequel il y a à la fois les organes de production et stockage du froid, ainsi que la gestion électrique de la production photovoltaïque, et du coup la chambre froide qui a dans cette configuration-là une capacité de 35 mètres cubes. Ça, c'est la configuration qu'on a installée aujourd'hui dans 3 localisations dans le monde. On a un Cryo Solar qui tourne depuis janvier 2021 sur l'île de la Désirade en Guadeloupe. Un second qui a été installé au mois de juillet, il y a un an tout juste, juillet 2021 sur le quai de pêche de Mbour au Sénégal. Et le troisième a été installé sur le quai de pêche de Fass-Boye, toujours au Sénégal, donc c'est une petite ville au nord de Dakar. Donc, Cryo Solar, comment ça marche? Très brièvement, en gros, durant la journée, le soleil permet la production d'électricité photovoltaïque qui est dispatchée de 3 manières. Elle vient recharger un tout petit parc de batteries lithium classiques. Je reviendrai ensuite sur le rôle de ce stockage-là. Il vient alimenter un groupe froid qui, lui, en détente directe, vient alimenter la chambre froide et maintenir la température de consigne. À savoir que dans sa configuration actuelle, le Cryo Solar peut permettre de descendre la chambre froide jusqu'à moins 18 degrés. Mais également, le groupe froid, durant la journée, va aller recharger ce qu'on appelle le stockage froid, ce qui peut être apparenté à une batterie froide. C'est un organe du coup développé et breveté par Valorem dans lequel l'énergie est non pas stockée sous forme électrique, mais stockée sous forme utile, sous forme de froid. Et donc, pour schématiser un petit peu, mais durant la charge de ce stockage froid, le liquide à l'intérieur de la batterie froide, en passant de l'état liquide à l'état solide, emmagasine énormément de calories froides, de frigories, qui ensuite, durant la période nocturne, donc en l'absence de production photovoltaïque, c'est cette batterie froide qui va venir se décharger, donc fondre, et maintenir la chambre froide à sa température de consigne. Le parc de batteries lithium, on va dire classique, que je mentionnais tout à l'heure, a uniquement vocation à faire fonctionner les organes d'échange thermique entre la batterie froide et la chambre froide, à savoir une pompe et un ventilateur, et il n'a pas du tout vocation à faire fonctionner le groupe froid qui est complètement à l'arrêt durant la période nocturne. Donc là, aujourd'hui, on est sur une application uniquement sur des quais de pêche pour les 3 appareils installés. L'idée, c'est de pouvoir diversifier
à la fois les usages et adresser l'ensemble du secteur de l'agroalimentaire et pourquoi pas le secteur du médical, voire même de systèmes de climatisation à l'échelle de gros centres tertiaires. Et aussi de diversifier un petit peu le format, parce qu'aujourd'hui, Cryosolar, les 3 modèles qui sont installés sont basés vraiment sur ce même format, à savoir un container maritime 40 pieds. Aujourd'hui, on a imaginé des déclinaisons différentes. Dans un container 20 pieds, dit on va dire machinerie, qui lui n'a pas de chambre froide directement à l'intérieur et qui pourrait être relié soit à des chambres froides existantes, permettant aux bénéficiaires d'avoir du froid, on va dire, gratuitement après sur un usage long terme, soit à se relier à d'autres chambres froides en kit, par exemple, et ce qui permettrait, avec une seule et même unité de production et stockage de froid, d'avoir jusqu'à, pourquoi pas, 3 chambres froides différentes, ayant chacune une température de consigne différente. Voilà, je crois que j'ai fait le tour un petit peu de la genèse et de ce qu'est Cryosolar. J'espère avoir été complet. Merci beaucoup, c'est super intéressant. Du coup, je ne sais pas si vous voulez bien nous partager un peu des résultats ou des actus. Enfin, vous avez déjà parlé de mettre en place des déclinaisons et éventuellement, j'imagine que l'idée, c'est de faire naître des projets Cryosolar dans d'autres lieux. Je ne sais pas s'il y a d'autres actualités. Non, exactement. Là, on est on vient de terminer finalement la phase de démonstration qui était symbolisée par ces 3 appareils-là et qui visait vraiment à éprouver le système dans des conditions réelles d'utilisation, parce que c'est un projet qui a été initié en 2016 avec beaucoup de tests réalisés dans la cour finalement du siège de Valorem à Bègles à côté de Bordeaux. Mais c'était important de pouvoir le tester dans des conditions réelles avec un climat qui n'est clairement pas le climat français et surtout avec des ouvertures de portes, des rentrées de denrées alimentaires qui ne sont pas forcément à la même température et qui induit des contraintes thermiques à l'intérieur de la chambre froide. Et donc, aujourd'hui, en termes de résultats technologiquement parlant, le container donne d'excellents résultats parce que sur les 3 installés, on est à plus de 95% d'autonomie vis-à-vis du fonctionnement du système. À savoir que sur les 3 premiers appareils, on était relié au réseau électrique de secours et qu'on était pioché, mais de manière complètement ponctuelle et on va dire non représentative, parfois sur le réseau, mais que l'autonomie et la robustesse du système a été démontrée là, depuis bientôt une grosse année et demie sur la Désirade, plus d'1 an sur le quai de Mbourg, et bon, on approche les 6 mois sur Fastboy. Et effectivement, les prochaines actualités, là, c'est vraiment passer à l'échelle sur cette technologie, c'est-à-dire faire de ces premiers projets démonstrateurs un succès commercial et diversifier du coup les débouchés. On a beaucoup de sollicitations dans le domaine du maraîchage, par exemple, au Sénégal, mais l'idée, c'est effectivement d'adresser l'ensemble du marché africain et on n'a pas de limite même en termes de frontières, d'aller voir pourquoi pas en Asie ou en Amérique latine ou Caraïbes, par exemple, où tous les pays ou les zones reculées, isolées, ayant des contraintes de raccordement électrique ou des contraintes d'accès au réseau électrique simplement. Ok, super, merci beaucoup. C'est très intéressant de savoir que ce projet a autant de succès du coup dans son application sur le terrain. Pardon, j'ai peut-être juste un petit complément sur les actualités, mais on a renoué, parce que c'était historiquement, on avait quelques liens avec eux déjà, mais on a renoué un partenariat de développement avec la société Medit Frigo, qui est une sous-entité du groupe mondial Frigo, qui nous permet aujourd'hui d'avoir une force de frappe et d'étude surtout beaucoup plus importante dans le dimensionnement au cas par cas de nos solutions, parce que on est accompagné maintenant d'un frigoriste expert qui est vraiment à même d'analyser plus finement chaque besoin et de répondre de manière beaucoup plus précise à chaque demande qu'on pourrait avoir de la part de prospects un petit peu partout. C'est assez important parce que c'est notamment grâce à ce nouveau partenariat qu'on est à même de faire des études beaucoup plus personnalisées, que ce soit en termes de température,
et par exemple de denrées assez sensibles par rapport à des niveaux d'hygrométrie, par exemple, ou de volume stocké. Là, on est en train de travailler sur des chambres froides de 300 mètres cubes, donc quasiment 10 fois ce que permet le dimensionnement actuel du cryosolar. Donc voilà, le champ des possibles est très important, donc au gré des besoins, n'hésitez pas à venir avec votre projet. On se fera un plaisir de se poser la question, de voir comment on le réalise. Ok, super. Il y a eu beaucoup de réactions assez positives dans le chat pendant ce temps, avec pas mal de questions. Mais comme on n'a plus beaucoup de temps déjà, je vais peut-être d'abord te laisser parler de cette fameuse visite qui sera organisée dans le cadre de la Semaine de la mobilité durable et du climat. Et on gardera les questions soit pour la fin, soit par écrit. Oui, effectivement, du coup, Climate Change nous a donné l'opportunité de pouvoir organiser une petite visite de site en marge de l'événement de Dakar à venir début octobre, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, ça prendra la forme d'une après-midi avec des navettes organisées depuis le centre de conférence qui se rendront sur le quai de pêche de Mbourg, où est installé un de nos cryosolars. Et donc, la visite se fera a priori en 2 parties, avec dans un premier temps un petit peu un discours de présentation inaugurale par notre président, enfin le président de Valorem, Jean-Yves Grandidier, qui sera également au Sénégal. Et puis, après, une visite de site un peu plus concrète où on pourra faire le tour du cryosolar, vous présenter les différents acteurs qui sont partie prenante et très importants finalement dans le succès du cryosolar aujourd'hui. Et puis, on pourra vous parler un petit peu plus précisément du cryosolar en lui-même. Et puis, vous aurez l'occasion de le visiter, que ce soit sur la partie chambre froide ou sur la partie locale technique, pour vous faire une idée un peu plus précise de ce qu'il y a dedans. Super, merci beaucoup. On espère du coup que certains d'entre vous ou certaines d'entre vous pourront aller participer à cette visite en octobre. Donc, il y a beaucoup de questions. Je vais te laisser répondre tranquillement. Et sinon, on vous mettra en contact, bien sûr, comme on l'a dit précédemment. Et on va passer à présent à une autre bonne pratique, qui est le projet Caselec, Communauté rurale et accès à l'énergie en Casamance, porté par la Fondation des énergies pour le monde. Donc, c'est un autre type d'acteur, parce qu'on passe plus sur de l'acteur ONG. Et donc, ça va porter plus aussi sur la question de l'accès à l'énergie également. Donc, le projet Caselec qui figure aussi sur notre cartographie de l'action climat. On va visionner ensemble une petite vidéo de présentation du projet et ensuite, on aura l'occasion de discuter avec Jérémy Ancry, qui est coordinateur de projet à la Fondem et qui nous commentera cet extrait. Puisque il y aura la lumière chez moi aujourd'hui. Et puis, bon, toute la famille est contente.
Voilà, donc pour la projection. On espère que vous avez bien aimé la vidéo. Et du coup, est-ce que Jérémy, vous voulez bien nous en dire un peu plus sur ce projet, surtout au niveau des récentes avancées? Parce qu'il me semble qu'il y a eu pas mal d'évolutions depuis. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous. Effectivement, le projet, il a bien avancé. Il a commencé fin 2020, donc on a eu le temps de lancer pas mal d'activités. On a identifié l'entreprise qui ferait l'exploitation des systèmes qui seraient installés. On a déjà identifié l'entreprise qui fournirait le matériel. Et là, les dernières activités, au niveau de l'accès à l'électricité, on est en attente de la livraison du matériel. Donc, pour rappel, l'objectif, c'est d'installer un peu plus de 300 kits avec des puissances variées pour répondre aux besoins de la population en termes d'énergie. Donc, ces 300 kits devraient arriver normalement fin juillet pour être installés ces prochaines semaines, d'une par l'entreprise qui fournit et aussi par l'opérateur qui a été sélectionné. Donc ça, c'est pour la partie accès à l'électricité. Il y a une autre partie qui rebondit un petit peu sur ce que disait Pierre-Olivier au niveau de l'usage productif, on va dire, de l'énergie. Tout le projet Caselec intègre aussi une phase développement économique. Et donc, à ce niveau-là, comme le disait la vidéo, l'objectif final, c'est de pouvoir accompagner une quinzaine d'AGR à utiliser de l'électricité et à se développer pour essayer d'initier un développement économique dans une zone qui est assez enclavée, qui est pour l'instant beaucoup liée à de l'économie de subsistance. Et donc, à ce niveau-là, on a déjà initié les démarches. On a lancé un premier appel à manifestation d'intérêt auprès de la population. On a reçu près de 150 propositions de projets d'activités économiques variées, même si elles tournent quand même beaucoup autour du maraîchage. Donc, je pense à la proposition de Pierre-Olivier sur le stockage, ça rentre complètement en phase avec ça. Et j'avais déjà des contacts avec Valorem sur les potentialités au niveau d'une application froid à ce niveau. Et donc, les prochaines activités, là, on est avec notre partenaire local en cours de sensibilisation parce qu'on a reçu peu de candidatures féminines sur ces 150 offres. Et quand même, l'idée, c'est d'avoir une moitié des AGR qui sont sélectionnés, qui sont portés par des femmes. Donc, on est en train de redéployer une sensibilisation spécialisée pour initier un développement d'entrepreneuriat féminin. Et après, la suite, ce sera sélection d'activités économiques pour les accompagner sur un minimum d'1 an. Voilà. Et donc, après, on arrivera sur une fin de projet en fin 2023. Ok, merci beaucoup. C'est super intéressant. Et en plus, je pensais pour ce volet-là de la question du genre et de l'inclusion des femmes dans cet approvisionnement en énergie, l'utilisation de l'énergie, c'est quelque chose qui est très intéressant. On avait eu pendant le dernier sommet de Climate Change à Nantes une présentation d'un projet par rapport à l'autonomisation des femmes et à l'énergie qui est porté par WECF, qui est aussi une ONG qui mène des projets super intéressants dans ce domaine-là. Donc, si jamais certains d'entre vous sont intéressés, n'hésitez pas à aller vous renseigner là-dessus également. Donc, merci beaucoup pour la présentation. On va maintenant terminer avec le volet bonne pratique par la coopération décentralisée en nous penchant un peu plus sur la coopération entre Grenoble et Ouagadougou avec Dimitri Tientega. Vous avez réalisé un service civique à Grenoble dans le cadre d'un partenariat entre les villes de Grenoble et de Ouagadougou sur la formation aux énergies renouvelables. Est-ce que c'est possible d'en savoir un peu plus sur cette coopération et sur les différents acteurs, donc même en dehors de ces deux villes, qui étaient impliqués dans ce projet de formation aux énergies renouvelables? Ok, bonjour à tous et merci Chloé. Désolé, moi j'ai un problème avec ma caméra, mais je vais essayer d'avancer. Alors, il faut dire que dans le cadre de la coopération décentralisée, moi je suis en service civique entre les deux villes, Ouagadougou et Grenoble, depuis janvier. Je viens de finir en fait le service civique au niveau de Grenoble le 5 juillet. Il s'est agi en fait déjà dans le cadre de la coopération, il faut dire que c'est une coopération qui date depuis 1999 et ils ont eu à travailler, les deux villes ont travaillé ensemble donc, sur les domaines comme la culture, la santé, l'environnement.
aussi l'éducation à la citoyenneté mondiale et la coopération internationale. Donc depuis 2013 à 2018, en fait, il y a eu la formulation d'un projet de construction d'un centre de formation professionnelle aux énergies renouvelables au sein d'un lycée à Ouagadougou qui s'appelle le lycée professionnel régional du centre. Donc, cela a impliqué en fait 2 collectivités, dont la ville de Ouaga et la ville de Grenoble, l'entreprise Schneider Electric, l'ONG Énergie sans frontières et le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Donc, voici ce qu'il y en est donc, de partenariats et des acteurs impliqués sur cette thématique de formation aux énergies renouvelables. Maintenant, pour le projet proprement dit, il faut dire qu'à ce jour, le projet est entièrement financé par voilà, ces entités-là, donc la Fondation Schneider Electric et la ville de Grenoble. Donc, comment dire ça? En fait, la ville de Ouaga met en œuvre le projet par l'intermédiaire donc de l'ONG Énergie sans frontières qui achemine le matériel. Donc moi je suis arrivé à Grenoble pour participer en fait à la préparation des équipements. Donc tout le matériel qui doit être installé donc au niveau de ce centre là donc a été préparé sur place en France sur le site d'Iseron, sur le site de l'ONG Énergie sans frontières. Et nous avons fait des tests, la conception, les tests et aussi voilà, les tests des équipements et même du prototype en fait du centre de matériel didactique et tout ce qui est en lien donc avec les conteneurs qui doivent bouger. Donc, histoire donc d'avoir la main sur tous ces équipements-là, donc une fois installés pour pouvoir faciliter la formation. Donc, toujours dans ce cadre-là, moi, en tant que volontaire, j'ai bénéficié des formations avec l'Université de Grenoble, l'Université l'UIT, et aussi j'ai eu à travailler avec des jeunes en situation de décrochage scolaire, en fait, histoire de me préparer également sur comment ça doit, à peu près à quoi s'attendre, en fait, dans le cadre de la formation. Donc, une fois au retour, nous sommes censés, avec mon collègue qui était là, de faire un transfert de compétences, donc sur tout ce qu'on a pu apprendre sur place. Voici donc ce que je veux dire. Ok, merci beaucoup. C'est très intéressant de voir tout l'écosystème d'acteurs locaux qui est impliqué dans ce projet de formation aux énergies renouvelables. Du coup, juste pour résumer rapidement, ça en est où aujourd'hui, depuis la fin de votre service civique qui est très, très, très récente? Où en est le projet maintenant et quelles sont les prochaines étapes peut-être? Alors, le projet actuellement, on est à la phase d'opérationnalisation. Les fonds ont été envoyés au niveau de la ville, donc on doit démarrer la construction du centre. Le marché a été attribué à une entreprise qui doit exécuter donc le volet génie civil. Et nous, en fait, au retour, vu qu'on vient d'arriver, on est censé faire gérer le volet électricité et aussi l'installation du matériel didactique. Donc, les panneaux solaires, les onduleurs, les batteries, tout ça, c'est à nous de les installer et procéder donc au recrutement en fait des élèves. De toute façon, c'est le lycée qui a la main en fait sur le centre à travers le ministère de l'Éducation nationale. Donc, un curricula également a déjà été élaboré, un curricula de formation a été élaboré en collaboration avec les acteurs impliqués. Et donc, voilà un peu là où nous en sommes. Il faut dire que le Burkina Faso, il y a eu aussi un peu de retard dû à l'instabilité politique. Avec les événements qui se sont déroulés depuis janvier, la mairie était au ralenti parce qu'il n'y avait pas de maire, il n'y avait pas les délégations spéciales ont été installées très récemment. Donc, on essaie, c'est aussi ça en fait notre importance en tant que volontaire, c'est de faire le pont entre ce qu'on a pu voir là-bas et une fois sur place, on essaie de relancer les choses parce que je pense que maintenant nous maîtrisons le projet à fond et puis voilà un peu. Ok, super, merci beaucoup. Peut-être pour clôturer votre intervention, parce que vous avez été impliqué dans ce projet-là, mais vous êtes aussi impliqué dans une entreprise, une association qui porte aussi sur ce secteur des énergies renouvelables. Vous avez été aussi nommé jeune ministre de l'énergie au Burkina Faso. Est-ce que vous pouvez nous parler en quelques mots de ces activités-là dans ce secteur? Alors,
D'accord. Il faut dire que depuis la base, moi, je suis un passionné en fait de prise de parole en public et aussi, voilà, depuis 2018 que j'ai été admis à cette formation d'énergie renouvelable. J'ai pensé que ça serait intéressant d'initier une activité qui permettrait à la fois de sensibiliser la population, mais également sensibiliser la population sur les bonnes pratiques et également la nécessité d'aller vers les énergies renouvelables, vu qu'on est dans un contexte de réchauffement climatique, et aussi de préparer par la même occasion les jeunes à la gestion du pouvoir d'État et également voilà, à la gouvernance, à la politique en fait énergétique. Donc, de les amener à s'intéresser à cette question. C'est pourquoi depuis 2019, on a lancé les débats énergétiques qui rassemblent aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, nous avons formé plus de 2500 jeunes qui sont devenus des ambassadeurs des énergies renouvelables un peu partout au Burkina Faso. Et aussi, on a pu sensibiliser près de 127 300 personnes en présentiel. Je crois qu'on ne vous entend plus. Oh, ok. Bon, vous m'entendez? Je suis désolé, je savais. OK. Donc, je disais, on a pu former et sensibiliser en présentiel plus de 125 300 personnes et dans 4 régions du Burkina Faso. Et on est en train de s'installer progressivement dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest, dont le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Niger, et aussi en France. Récemment, en fait, depuis septembre 2021, je suis aussi impliqué dans une entreprise que j'ai créée qui intervient donc sur toute la chaîne de valeur de l'énergie solaire. Donc, l'étude, l'exécution, le suivi, contrôle et la formation. Et toujours au niveau de l'association, on forme aussi, on a réorienté nos actions donc, en faveur de l'humanitaire, en faveur des personnes déplacées internes. Donc, on a ce qu'on appelle le camp vacances éducatif au métier des énergies renouvelables qui permet de former chaque année des jeunes donc, sur cette thématique. Donc, tout cet engagement-là m'a permis d'être désigné en 2021 comme jeune ministre de l'énergie auprès du gouvernement jeunesse Burkina. Et grâce à cela, je suis en interaction régulière avec le ministre investi par la Constitution et avec qui je propose souvent donc, des activités. Également, je sers donc de porte-parole pour les jeunes en vue donc, de faciliter la prise en compte de la vie des jeunes dans les politiques publiques, dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques. Et aussi, s'ils ont un message à faire passer, c'est de les orienter sur comment faire passer le message là, donc pour que ce soit bien compris et pris par les jeunes. Voici entre autres voilà ce que je fais en tant que jeune ministre. Ok, super, merci beaucoup. C'est très intéressant de voir cette vision vraiment complète au-delà de la formation aux énergies renouvelables et tous ces projets dans lesquels vous êtes impliqués. Parler du rôle des villes dans le secteur de l'énergie, ça me fait aussi penser aux réseaux internationaux et régionaux comme la Convention des maires d'Afrique subsaharienne qui accompagne les villes dans la mise en place de plans d'action climat-énergie. On en avait parlé pendant l'IMAG numéro 4 sur l'aménagement des villes durables avec Nelson Delamarre d'ICLE Afrique. Donc, si jamais certains d'entre vous sont intéressés, n'hésitez pas à aller consulter, lire l'IMAG ou consulter le replay sur ce thème. Ça permettra de compléter un petit peu ce vaste sujet. Et à savoir que plusieurs ateliers de la semaine de la mobilité durable et du climat porteront sur la question des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique, de l'accès à l'énergie en Afrique. Donc, on espère aussi vous retrouver toutes et toutes à ce moment-là. Bien sûr. Donc, voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Il nous reste 5 minutes. Donc, on peut peut-être prendre une ou deux questions s'il y en a. Ou des commentaires. J'ai vu qu'il y a eu quelques discussions pendant les interventions dans le chat. N'hésitez pas, vous pouvez aussi prendre la parole bien sûr, si quelqu'un a une question adressée à l'un des intervenants ou si les intervenants veulent réagir aux présentations des uns et des autres. Mélène, si jamais tu veux prendre la parole aussi, n'hésite pas. Ok, bon, dans tous les cas, on reste disponible. Si une question vous arrive là dans les 4 prochaines minutes, n'hésitez pas. Je vois qu'il y a de l'insistance pour que le projet arrive au Mali. On retiendra la remarque. Donc, pour clôturer cette IMAG, je voulais vous informer que vous recevrez prochainement
un questionnaire de satisfaction pour le cycle d'ateliers virtuels qu'on a mené depuis le mois de janvier. Là, c'est terminé pour 2022, mais l'IMAG reviendra certainement l'année prochaine. Donc, d'ici là, on se voit durant la semaine de la mobilité durable et du climat de Dakar du 3 au 7 octobre. Donc, il y a eu aussi un questionnaire qui a permis de participer à l'élaboration du programme. Toutes les informations sont déjà en ligne et sont mises à jour régulièrement si ça vous intéresse. Donc, n'hésitez pas à les consulter. Et je voulais aussi vous rappeler qu'on a lancé un appel à contribution pour les bonnes pratiques climat-biodiversité. Donc, ça inclut bien évidemment l'énergie. Et ça permettra aux projets sélectionnés qui peuvent venir sur place à Dakar d'avoir un temps de présentation dans le pitch corner du sommet, donc d'avoir 10 minutes de présentation dans un espace où il y aura beaucoup de passages de tous les acteurs qui participeront au sommet dans l'hôtel du King Fahd à Dakar. Donc, n'hésitez pas à participer et à soumettre vos projets sur le site. Je vais vous envoyer aussi dans le chat les informations sur l'événement. Et voilà, s'il n'y a plus aucune remarque, je pense qu'on va se laisser, vous dire au revoir. Et un grand merci d'avoir été avec nous, un grand merci aux intervenants, un grand merci à Dominique aussi, notre interprète. Et on peut essayer de faire une photo si jamais vous voulez activer un petit peu vos caméras. Une petite photo de groupe du dernier IMAG 2022. Activez vos caméras. Non, mais là, je vois que ça s'active. Jean-Marie, on ne vous voit pas. Oui, on est content de vous voir. Ok. Il y a pas mal de caméras allumées. C'est pas mal. Nico, par contre, merci. Ok, ouais, je pense qu'on va pouvoir prendre la photo. Je suis plus là. Elle est disparue, bien sûr, à ce moment-là. Donc, du coup, pour la photo, 3, 2, 1. C'est dans la boîte. Merci beaucoup à celles qui sont restés. Et à bientôt. Au revoir tout le monde. Bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci à toutes et à tous. Ah, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci aussi, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Salam.